Bon, chers Marseillais, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce festival Sciences Frontières version Marseille. Tout à l'heure, Jean-Yves disait qu'il fallait que les anciens vous renseignent en cas de besoin, mais je pense que c'est plutôt aux anciens de demander aux Marseillais où sont les bonnes adresses et comment ça se passe à Marseille. En tout cas, c'est formidable de vous retrouver ici. Alors nous, on a mangé et boire cet après-midi. Alors ça a l'air simple parce que nous sommes les heureux du monde et manger et boire, pour nous, c'est souvent l'embarras du choix. Puisqu'on a le choix pour boire, on peut boire toutes les formes d'eau, différentes marques, avec ou sans sel, avec ou sans grossir, avec ou sans bulle, avec ou sans colorant. On a même de l'eau tellement fabriquée qu'il n'y a plus l'ombre d'un microbe ou l'ombre d'un micro-organisme dedans. Donc nous, vraiment, nous sommes totalement heureux et boire ne pose pas trop de problèmes, si ce n'est parfois pour l'abus. Et pour manger, pareil, parce qu'aujourd'hui, notre problème, ça serait plutôt l'obésité ou les problèmes de ligne. Mais si on sort un petit peu la tête du sable aujourd'hui, si on sort un petit peu de notre quartier de bonheur, de nos pays civilisés, protégés, comment ça se passe et surtout comment ça se passera plus tard. Alors pour essayer de réfléchir avec vous sur ces questions, nous avons demandé à une palette. Vous remarquerez qu'il en manque un. Je ne sais pas si c'est la grippe qui décime, mais enfin en tout cas Olivier Bosson a été excusé. Donc ceux qui avaient vu sur le programme qu'Olivier Bosson serait parmi nous, soyez gentils de l'excuser. Je pense que c'est une des victimes de la grippe. Donc nous allons faire un petit peu le tour. Nous allons partir sous la mer. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce qu'on mangera peut-être encore dans la mer et sous la mer. Et puis on ira un petit peu du côté du rivage avec Nardo Vicente. Et puis on finira peut-être un petit peu sur les rives méditerranéennes avec Olivier Gérohéro qui nous parlera un petit peu de conservatoire, de cuisine méditerranéenne, de culture aussi, la culture liée aux cultures, parfois ça fait des merveilles aussi. Donc voilà, donc là je vais tout de suite vous présenter Philippe Curie qui est à l'IRD. Alors l'IRD pour les anciens c'est l'ancien Orstom et Philippe Curie est directeur de recherche du centre halieutique de Sète qui est en fait, vous allez nous expliquer Philippe ce que c'est que le centre halieutique de Sète, ce sera peut-être plus simple. Hein. Et puis après, on va vous suivre sur cette petite aventure Manger la mer. Donc bonjour, le centre de recherche halieutique donc, est un centre mixte, un laboratoire mixte entre l'IRD, l'IFREMER et l'Université de Montpellier 2. Et on s'intéresse, et tous les chercheurs travaillent, je dirais, pour développer une approche écosystémique des pêches. Alors on en parlera un petit peu aujourd'hui, et j'en présenterai demain à ma conférence, donc ça sera explicitement détaillé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on exploite par exemple la morue, on exploite la sardine et on gère stock par stock. Et maintenant, on a quand même conscience qu'il faut non seulement considérer les stocks pris un par un, mais aussi l'impact sur l'environnement et les écosystèmes de façon générale. C'est-à-dire, quand on pêche un anchois ou une sardine, on retire finalement un aliment à l'oiseau ou au mammifère marin. Donc, c'est toutes ces préoccupations au niveau de l'écosystème qui sont, je dirais, les points scientifiques que l'on aborde. Alors, si on essaie d'avoir une approche un petit peu systématique, on va essayer de partir du constat, même s'il est négatif, même s'il est un petit peu alarmant, parce qu'il faut qu'on sorte la tête du sable tous autant que nous sommes, et peut-être finir, parce qu'on y croit, on veut y croire, par des notes d'espoir, des solutions. Donc, si on commence par un constat aujourd'hui, les stocks de poissons, la réalité, c'est quoi? C'est si grave que ça? Alors, il faut passer les photos. Mais je ne sais pas, on peut un choix, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on peut passer est-ce qu'on pourrait voir la photo? Parce que nous, on la voit, mais nous, on la connaît. Comment on fait? Alors, donc, pour vous dire, je travaille à l'Institut de recherche pour le développement et là, j'ai eu un privilège immense, c'est de pouvoir étudier au cours de ma carrière tous les grands systèmes de production halieutique qui sont généralement les zones d'upwelling. On appelle ça les zones d'upwelling, c'est les zones de remontée d'eau froide. Et donc, j'ai pu travailler au Pérou, au Chili, en Californie, en Afrique de l'Ouest et même en Namibie et en Afrique du Sud. Alors, il y a 25 ans, je n'étais pas à ce festival, puisqu'il n'existait pas. J'étais jeune chercheur, je débutais, et puis on m'avait affecté au Sénégal. Alors, au Sénégal, j'étais sur la plage, et puis je regardais. J'étais à Kayar. Alors, Kayar, c'était le principal port de débarquement au Sénégal. Et puis, donc, il y avait un millier de pirogues qui exploitent une ressource très abondante. Et là, il y avait le mérou au Sénégal, qui est une espèce un peu fétiche, parce que c'est avec ça qu'on faisait le thiéboudienne. Alors, le thiéboudienne, c'est le plat traditionnel du Sénégal. C'est quoi? C'est très, très équilibré, puisque c'est du riz avec des légumes, et puis on mettait cette pièce de mérou. Alors, il y avait 1000 pirogues, et puis on pêchait bonhomme à l'an 5000 tonnes de mérou, donc ce qui est une grosse quantité. Pas mal de mérou quand même. Ça fait beaucoup de mérou. Alors, à l'époque, on se disait, c'est pour toujours, puisque d'une année à l'autre, il y avait les 5000 tonnes. Alors maintenant, s'il y avait un jeune chercheur qui irait au Sénégal, alors là, peut-être qu'on peut montrer qui allait au Sénégal, qui irait sur la même plage, qu'est-ce qu'il verrait aujourd'hui? Il verrait qu'il y a un effort de pêche qui a triplé. Il verrait qu'il y a presque plus de mérou, on n'en pêche presque plus, même dans la saison, on en pêche péniblement 200 tonnes.
Et le marché, maintenant le thieboudienne, donc le plat traditionnel, est plus fait avec du mérou, mais il est fait avec des sardines, ce qu'on appelle la yaboy. Alors vous avez, si on passe la diapositive, vous verrez un exemple au Sénégal. La photo du bas, si on peut remettre la photo. Oui. Donc, alors une sardinelle, c'est avec une sardinelle, ça s'appelle la yaboy, donc vous avez un exemple ici. C'est quoi? C'est une grosse sardine un petit peu pleine d'arêtes. Alors, bon, maintenant on peut aller en Europe, puis je vois une poissonnerie en France, alors ça peut être à Marseille, à Paris, ou bien cette photo qui est prise à Sète. Et puis on se dit, mais bon, il y a plein de poissons quand même. Regardez tous les poissons, ça n'a pas vraiment changé notre étalage de poissons. Alors, quand on regarde au cours des 10-15 dernières années, on peut quand même se dire plusieurs choses. Ça n'a peut-être pas changé quantitativement, mais ça a changé sous bien des aspects. Alors, même si c'est bien achalandé, qu'est-ce qu'on a? Vous avez remarqué quand même que vous avez beaucoup plus de poissons d'aquaculture. Vous avez bien sûr le saumon. Les poissons qui ont la taille de l'assiette. On les reconnaît ça, ceux-là. Ah, ça, oui. Très pratique, oui. Cela, oui. Donc vous avez plein de petits poissons, beaucoup de taille vraiment assez petite. C'est des juvéniles. Alors vous allez me dire sur la photo, qu'on ne veut pas nous présenter, mais sur la photo que présente, mais vous dire, oui, mais il y a un gros poisson. Regardez-les comme il est gros ce poisson. En réalité, est-ce qu'on peut repasser les photos? On peut avoir la photo. Voilà, puis on va peut-être les garder. Oui, gardez-les, s'il vous plaît. Donc, vous voyez ce gros poisson, vous allez me dire, mais regardez, non, c'est pas vrai, il y a un gros poisson. Là, en réalité, c'est un juvénile de thon rouge. Et un thon rouge, normalement, ça mesure 3 mètres de long. Alors, donc, vous avez... Alors, ça, par exemple, c'est un poisson qui aurait quel âge, s'il était entier et vivant, enfin... Oh, c'est un poisson comme ça, de 1 an. 1 an, d'accord. Donc vous avez plein d'espèces de petites tailles, des juvéniles, vous avez des poissons d'aquaculture, donc j'ai cité le saumon, mais vous avez aussi les loups, les dorades, vous avez les crevettes, le saumon, etc., etc. Et puis, surtout, vous avez toutes ces espèces, il y en a plein qui ne sont ni pêchées en Méditerranée, ni dans l'Atlantique, sur nos côtes en tout cas, mais qui sont des produits d'importation. Alors vous avez les importations du Chili, le merlu d'Afrique du Sud. Le poisson pêché au Chili, on le trouve sur les marchés, bien sûr. Tout le merlu, quand vous l'achetez, c'est souvent du Chili, du Pérou. Vous avez des grosses pêcheries là-bas. Vous avez des grosses pêcheries, par exemple, en Afrique du Sud, en Namibie. Donc, le merlu, des crevettes, vous avez aussi, vous allez retrouver de temps en temps le mérou, le fameux mérou du Sénégal, à des prix qui sont vraiment inaccessibles maintenant pour les pays africains, mais qui sont sur nos marchés. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut esquisser à travers ces deux exemples, c'est quoi? C'est le poisson dans le futur. Oui, mais pour qui? Quelles espèces? Et aussi, quelle quantité de poissons nous aurons dans le futur? Alors, je ne veux pas vous embêter avec les courbes, mais il y en a une qui est quand même assez intéressante, c'est celle-là, c'est la production mondiale de la pêche, les captures mondiales de la pêche. Et vous voyez que les productions... Ça, c'est les captures. Donc, vous voyez que ça a augmenté. Ça, c'est la capture de poissons qui sont mangeables, disons, qui sont dans nos poissonneries. Et vous voyez que les captures ont augmenté jusqu'en les années 80, entre les années 85 et 90, et que depuis, nous avons une lente mais sûre décroissance de cette production. Ça veut dire qu'on pêche de moins en moins de poissons consommables. On a des constats que 75% des ressources marines sont maintenant pleinement surexploitées. Et ça, c'est important, cette décroissance, parce que 1 milliard de personnes sur Terre, notamment les pays en voie de développement, sont tributaires de ces protéines animales. Donc, certaines zones, ça constitue plus de 50% de l'alimentation. Donc, ces décroissances sont vraiment inquiétantes sur l'évolution, je dirais, purement quantitative en termes de protéines. Alors, si on fait des petites projections, on peut s'amuser à faire ça. On tient compte de l'évolution de la population, on tient compte des projections en termes de trajectoire des captures, et on obtient la courbe qui n'apparaît pas, mais qui veut dire quoi? C'est qu'avec ce pic de capture, on avait à peu près une consommation par habitant de 16 kg, et que d'ici 10-15 ans, on obtiendra peut-être, avec l'accroissement avec la démographie, bien sûr, on obtiendra à peu près 8 kg par... Donc on divise grossièrement par 2 si on n'arrive pas à tordre le cou à ces tendances. Ça, c'est dans les mêmes conditions de pêche, même réglementation, même taille de bateau, s'il n'y a pas plus de pêcheurs, plus de filets. C'est statu quo, on continue, on projette et on divise la quantité disponible. On regarde les projections, les tendances et puis l'augmentation de la population. Mais est-ce que les stocks aujourd'hui, est-ce qu'on est totalement au courant de la quantité, de la qualité des stocks? Est-ce qu'il reste encore est-ce que les poissons ont encore le temps de vieillir, de devenir matures et de rentrer dans la chaîne et de se reproduire? Où est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on a des informations? Si on passe les diapositives... Je crois que c'est vous qui les passez en fait. Non mais voilà. Alors
finalement, je dirais que c'est même un miracle qu'on ait autant encore de captures, parce que quand on regarde les bateaux qui pêchent, par exemple là vous avez des seineurs, quand on regarde ce qu'était un bateau dans les années 50, c'était le début de la pêche, le début de l'exploitation marine. Vraiment à grande échelle, une échelle industrielle. Quand on regarde ce qu'était un bateau dans les années 50, vous voyez, c'était un petit outil de prélèvement d'une ressource renouvelable. Et puis regardez un bateau en l'an 2000. Un bateau en l'an 2000, c'est quoi? C'est presque un navire de guerre. C'est-à-dire un navire qui est doté du dernier perfectionnement en matière de sonar. Ils arrivent à repérer le moindre poisson dans l'océan avec des sonars 3D. Ce qui ne montre pas cette photo, c'est que à bord, des fois, il y a des hélicoptères pour repérer les mâts de thon ou les choses comme ça. Donc, je veux dire, dans ce contexte-là, il est certain que c'est plus vraiment un prélèvement ou une cueillette d'une ressource renouvelable, mais c'est vraiment une activité industrielle et presque, je veux dire, avec une technologie de guerre au service d'un prélèvement. Donc, ce qui veut dire quoi? Alors, on repasse. Vous pouvez nous laisser la diapo et je vais repasser les suivantes, qui sont assez illustratives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenons l'Atlantique Nord, et voilà les abondances dans les années 1900, biomasse de poissons. Donc vous voyez en rouge, bon, ne regardons pas dans le détail, mais en rouge, toutes ces mattes rouges qui sont autour de Terre-Neuve, etc., vers les côtes européennes. Donc c'est rouge, jaune et orange, c'était très élevé, très dense. Et puis on fait un petit dessin animé, et voilà en l'an 2000. Donc on a des biomasses. C'est les mêmes zones. Ça, c'est les biomasses, ce qu'on appelle les biomasses, c'est-à-dire les abondances des poissons dans les écosystèmes. Alors vous voyez que pour même soutenir cette décroissance, il faut vraiment pêcher beaucoup, étant donné les niveaux d'abondance qui sont là, je veux dire les poissons qui sont dans la mer en l'an 2000. Donc, c'est un problème. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises? Parce que par exemple, il y a eu des moratoires, notamment sur la morue. Est-ce que ce genre de règles peut être appliqué de façon plus générale? Qu'est-ce qu'on peut faire légalement, possiblement, matériellement? Il y a, je dirais, plein de mesures qui sont prises. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il est très difficile de gérer des situations de crise. Il aurait fallu éviter d'arriver à des schémas comme ceux qu'on a présentés, comme sont la plupart des pêcheries, c'est-à-dire des schémas où il y a beaucoup de pêcheurs et plus du tout de poissons. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des pays, il y a quelques pays qui ont, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, pris les choses en main. Ils ont eu une approche précautionneuse, une approche qui a été intégrée, une approche plus aussi écosystémique, une approche écosystémique des pêches, et qui ont fait, alors on peut les citer ces pays puisque c'est des bons exemples, vous avez eu l'Australie, vous avez eu la Nouvelle-Zélande, et vous avez eu aussi par exemple l'Afrique du Sud, qui ont vraiment réalisé une gestion précautionneuse de leurs ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on restreint d'abord l'accès aux ressources, ça veut dire qu'on évalue, on a une science qui est connectée aux institutions, et qui est efficace. Je ne parle pas de la science, parce que je veux dire, en Europe, la science est bonne et les pêcheries sont dans un état déplorable. On applique les connaissances. On applique les connaissances, et puis surtout, on est adaptatif. C'est-à-dire que chaque année, par exemple, on va évaluer les stocks de poissons qui sont dans la mer, parce que des fois, il y a des choses, le climat va agir sur l'abondance du poisson, et on va tout de suite réagir. C'est-à-dire qu'on va tout de suite informer les pêcheurs, et il y aura des bonnes nouvelles, mais il y aura des mauvaises nouvelles. Certaines années, il faudra presque arrêter certaines pêcheries, et d'autres années, on pourra pêcher, comme par exemple, là, il y a eu des bonnes nouvelles sur les sardines et les anchois en Afrique du Sud il y a 2 ans, donc ils ont quintuplé leur capture. Ça joue sur les espèces, on protège les espèces momentanément, on réduit les périodes de pêche. On s'adapte à certains cycles de la nature, on s'adapte aux abondances, tout en prélevant. En Afrique du Sud, par exemple, on ne prélève jamais plus de 20% de ce qui est dans la mer, 20-30%. Dans les autres pays, et on peut prendre l'exemple du pays qui est juste à côté, la Namibie, on a laissé faire, c'est-à-dire où on a pris des mesures qui n'étaient jamais suivies, ce qui arrive absolument partout dans le monde de la pêche, et on a laissé faire. Donc, le résultat, c'est qu'au lieu de pêcher 20% par an, on a pêché 30-40%. Quand le stock s'effondrait, on a continué à pêcher un petit peu, donc on pêchait 50% de ce qu'il y avait dans la mer. Conclusion, en Namibie, maintenant, presque toutes les ressources sont effondrées, ce qui veut dire que c'est vraiment presque un écosystème qui va bientôt frôler le vide d'un point de vue halieutique, c'est-à-dire
Il est envahi de méduses, il est envahi de gobies qui sont dans les détritus, et le merlu, qui était une des grosses ressources, s'effondre complètement. Sardines, anchois, il n'y en a plus. Et donc tout l'écosystème a changé, il y a eu ce qu'on appelle un changement de régime, et donc ça va devenir un écosystème presque inexploitable à cause d'une gestion qui n'a pas été précautionneuse. Vous avez l'exemple sud-africain juste en dessous, où demain je montrerai toutes les trajectoires des ressources, où on a une pêcherie qui est très viable, et qui, certaines années, où il y a d'excellentes nouvelles. Alors, quand on préparait ce débat, vous m'avez annoncé des chiffres assez inquiétants, puisque sur 85 millions de tonnes de poissons pêchés, 25 millions de tonnes étaient rejetées à la mer. Le gâchis est à ce point important, parce qu'on a un petit peu de mal à imaginer, c'est énorme. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer, et quand on traduit ça, je dirais, dans le milieu terrestre, ça devient épouvantable. Alors imaginez-vous qu'on aille dans une forêt, qu'on détruise tous les animaux de la forêt et qu'on en prenne les 2/3. Mais c'est à peu près ce qu'on fait quand on passe des chaluts. Voilà. Et puis on en prend les 2/3 et puis le reste, on le laisse là. Donc ça, c'est une vision qui était, je dirais, un petit peu obligatoire parce que pendant longtemps, on avait des engins de pêche qui prennent ce qu'il y a dans la mer. Je veux dire, ils filtrent que ce soit des chaluts ou même. On ne prend pas toujours ce qu'on veut. Ce n'est pas toujours très sélectif. Il y a certaines pêcheries qui sont sélectives, d'autres qui ne le sont pas du tout. Par exemple, la pêcherie de crevettes, par exemple. Quand on pêche 1 kilo de crevettes, on en rejette 6, 7, 8 ou 9 kilos à la mer. C'est-à-dire que vous avez des bébés poissons, vous avez des crustacés, etc. Alors, quand il y a des stocks qui sont sains, je dirais, ce problème-là, on l'a ignoré, on n'a pas tenu compte. Maintenant qu'il y a plein de ressources qui sont en danger, d'espèces même de poissons qui sont sur la liste rouge de l'IUCN, puisque vous avez une centaine d'espèces maintenant qui sont à des niveaux tellement bas qu'on est inquiet pour leur extinction. Donc, cela nous amène à dire que ces espèces, ces bycatch qu'on appelle des prises accessoires, maintenant dans ce contexte-là, sont absolument. Il faut revoir ce problème-là. Alors, est-ce que par exemple, admettons, je suis la fée Clochette, j'arrête la pêche pendant 1 an, est-ce que les stocks se reconstituent ou est-ce qu'on a atteint le stade critique où ça ne pourra pas repartir? Alors, là aussi, la comparaison avec le milieu terrestre est intéressante. Le chevreuil, c'était une espèce de l'extinction. On l'a protégé. Très bien. Au bout de plusieurs années, on a les populations qui augmentent. La baleine, c'est pareil. Si on se donne le mal, les populations augmentent. Alors les poissons, ça ne marche pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, prenons l'exemple à Terre-Neuve, vous avez eu cet effondrement de la morue en 92. Aujourd'hui, donc 13 ans plus tard, le niveau d'abondance des morues est encore plus faible qu'en 92 au moment de l'effondrement. Donc, il n'y a pas d'effet mécanique. Et ce dont on s'aperçoit dans le milieu marin, c'est que la réversibilité de toutes ces populations est extrêmement faible. Alors, je peux vous dire pourquoi en 2 mots. On se dit, mais un poisson, surtout les morues, ça pond des milliers, parfois des centaines de milliers d'œufs, donc ça devrait être. Mais ça devrait être donc récupéré très vite par rapport à un animal qui a 2 petits ou 3 petits. Eh bien non, parce que finalement, si ça pond des centaines de milliers d'œufs, ça veut dire que le milieu est très difficile à conquérir d'un point de vue évolutif. Donc, c'est pour les poissons qui se mangent entre eux, parce que vous avez, même si une morue fait 2 mètres de long, quand elle est toute petite, elle fait 1 millimètre. Donc elle est mangée par tout ce qu'il y a autour. Elle peut être mangée par un hareng ou par d'autres espèces qui sont dans le milieu. Donc c'est pour montrer qu'il y a une réversibilité des écosystèmes qui est très lente et très difficile à obtenir une fois qu'on l'a perturbé dans un état ou dans un autre. Il peut être dominé par des poissons, par des sardines ou par des anchois, ou bien alors par des morues. Et dès que l'écosystème bascule dans une dynamique, c'est très difficile, même si on arrête la pêche, de le faire revenir. Bon, on verra peut-être après avec vous les solutions. On va vous laisser reprendre votre souffle. Si vous voulez poser des questions, je ne vous vois pas beaucoup, mais si vous levez un peu la main ou vous m'interpellez, vous pouvez évidemment poser vos questions à chaque instant. Alors, on va peut-être essayer de sortir un petit peu de l'eau parce que visiblement, il va falloir aller chercher d'autres solutions ou d'autres idées. Alors, avec vous, Nardo Vicente, je rappelle que vous êtes directeur conseiller scientifique de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui n'est pas très loin. Vous êtes le régional de l'Étape aussi, sur l'île des Ambiers. Et alors, vous allez nous parler d'une découverte qui est très très vieille en fait, mais il semblerait que la communauté scientifique s'intéresse d'un petit peu plus près aujourd'hui à cette chose. Ça s'appelle la spiruline et ça peut se faire dans l'eau ou sur terre. Alors racontez-nous un petit peu ce qu'est la spiruline. Bien, écoutez, déjà je voudrais dire que mon collègue de l'IRD a montré
la régression des pêches mondiales. Et donc l'aquaculture, qui en Méditerranée n'est pas extrêmement développée, s'impose. Mais on pourrait parler d'aquaculture du loup, d'aquaculture de la dorade. Bien non, moi je parlerai d'un petit organisme, la spiruline, qui existe sur la planète depuis 3,5 milliards d'années et que les scientifiques ont un petit peu négligé ces derniers temps, alors que de nombreuses peuplades la consomment régulièrement. Alors, ça, si vous ça voulez, ressemble à quoi? j'aurais besoin de cet engin. Vous avez besoin de l'engin, alors attention. Est-ce que je peux vous aider avec l'engin ou... Il faudrait que je la porte ici. Alors, on va pas trop. On a une chance sur deux. D'être là-bas. Voilà. Voilà. Super. Ça va marcher. Vous pouvez nous montrer la spiruline? Je vais vous montrer la spiruline. Qui a déjà entendu parler ou qui a déjà vu? Je pense que dans la salle, certains en consomment certainement. Alors, il faudrait que je trouve mon diaporama. Le voilà. Où me l'a-t-on mis? Voilà, il est ici. Voilà, c'est pas ça du tout. Voilà, nous y arrivons. Alors, diaporama. Donc, l'Institut océanographique Paul Ricard, où je travaille depuis 32 ans à présent, qui s'est penché sur les écosystèmes littoraux méditerranéens, collabore à présent sur des programmes avec les pays africains, et en particulier Madagascar, sur le développement de cette algue bleue, la spiruline. Et qu'est-ce que la spiruline, jadis appelée algue bleue, car elle renferme un pigment bleu qui est d'ailleurs non toxique et commercialisé, nous le verrons, c'est la phycocyanine. Aujourd'hui, cette algue bleue est rattachée aux bactéries parce que ça n'est pas une cellule normale, il n'y a pas de membrane autour du noyau, donc c'est véritablement une bactérie, une cyanobactérie, et il existe dans le monde quelques 1500 espèces de cyanobactéries. C'est donc, comme je le disais, une des premières formes de vie sur Terre. Les populations aztèques la consommaient, celle du Tchad également, et continue d'ailleurs. Et on distingue de très nombreuses souches sous l'appellation scientifique d'Astrospira platensis, mieux connue sous la dénomination de spiruline. Alors, la spiruline est une petite bactérie d'un quart de millimètre en taille. Voilà, en voilà ici quelques-unes. Alors donc, c'est une spirale, comme son nom l'indique. C'est une forme spiralée, le type Toliara. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec Madagascar. Ah, on n'a pas les images, s'il vous plaît, sur l'écran. On cale tout. Oui. Essuyez les plâtres avec nous. On a débranché la connexion. Ça, c'était possible. Je n'ai pas remarqué ça. Bon, toujours est-il qu'il y a diverses formes de spiruline, certaines très très spiralées, quelques-unes déroulées, mais cela est fonction de la qualité du milieu, de la qualité des eaux dans lesquelles elle vit. Et ces eaux doivent avoir une certaine alcalinité, un pH entre 9 et 11, une température bien sûr assez élevée, entre 25 et 35 degrés. C'est pour cette raison qu'elle se développe dans les eaux intertropicales. Alors vous avez ici la forme spiralée, type Toliara ou Tuléar, c'est la ville du sud-ouest de Madagascar, où il existe une station marine qui fut créée par Marseille en 1961. Donc c'était une annexe de la station océanographique de Marseille. Des formes spiralées, type Lonar, c'est en Inde, ou encore une forme ondulée, le type Paracas, que l'on trouve au Mexique ou dans les Andes, et quelquefois des formes beaucoup plus droites comme celle-ci, mais cela dénote une mauvaise qualité du milieu le plus souvent. Il vaut mieux qu'elle soit spiralée. On la trouve partout dans le monde. On la trouve partout dans le monde, dans les zones intertropicales. Et des sites naturels ont été découverts il y a de cela une dizaine d'années au sud-ouest de Madagascar. Vous avez ici donc la carte du sud-ouest de Madagascar. Je demanderai à mon collègue s'il peut me prêter le petit laser. Et donc la ville de Tuléar, ça se situe ici. Et au nord de Tuléar, il y a un fleuve et puis un merveilleux récif corallien qui malheureusement souffre actuellement, comme beaucoup de récifs dans le monde.
Et voilà une des mares ici où pousse la spiruline naturellement. Alors, quel est l'avantage d'élever de la spiruline plutôt que du loup ou de la dorade? Parce que... Eh bien, on va voir ça tout de suite, hein, parce que la spiruline renferme énormément de substances nutritives, et en particulier des protéines. La spiruline, c'est 60 à 80% de protéines, le riz, c'est 8%. C'est 10 fois plus nutritif Alors, que du riz. des expériences ont lieu, comme ici, un petit flacon, où l'on maintient les souches de spiruline dans un laboratoire de fortune, où travaillent de jeunes chercheurs malgaches qui viennent en stage chez nous, d'ailleurs. Et ils ont construit une ferme aquacole très modeste avec des bouts de ficelle, si j'ose dire. Vous voyez, des bassins en bois recouverts de bâches en plastique alimentaire dans ces bassins va pousser la spiruline. On la voit ici, de couleur vert foncé. Quelle est la durée d'un cycle de production de Le spiruline? cycle de production est assez rapide. Tout dépend justement des nutriments que l'on met dans l'eau. Il y a des phosphates de potassium, il y a des carbonates de calcium, de l'urée, et tout ce que l'on utilise pour l'agriculture sur Terre en définitive. Et donc cette algue va pousser très rapidement grâce à l'ensoleillement, et même il ne faut pas trop d'ensoleillement, sinon elle va se détruire assez rapidement, c'est la photolyse. Et sur 1 mètre carré, dans un bassin comme celui que l'on voit sur les images, on va pouvoir obtenir 6 à 10 grammes par mètre carré et par jour. De quoi nourrir un enfant. 10 grammes de spiruline suffit? Absolument. Et on voit ici, donc, si on peut avoir les images, la récolte de cette spiruline à la pelle, tout simplement. On la fait sécher, on les sort sur une toile fine, une toile que l'on utilise pour fabriquer les filets à plancton, par exemple. Et puis ensuite, au laboratoire, bien sûr, on filtre l'eau qui doit être de très bonne qualité. Et on va utiliser un pistolet à mastic, tout simplement, pour faire une sorte de spaghetti sur un treillis. Et on fera sécher cette spiruline. Voilà les diverses étapes ici. La production de spiruline fraîche, qui ressemble un petit peu à une pâte verdâtre, qui a le goût du fromage blanc. Et ensuite, on va presser avec une presse tout à fait artisanale, élaborée par ce jeune chercheur. Et le spaghetti sera mis à sécher, soit au soleil, soit dans une étuve. Donc on peut faire des pâtes à la spiruline en quelque sorte. On peut sorte. faire de tout à la spiruline, mais surtout, c'est un moyen de lutter contre la malnutrition. Et dans de nombreux pays, des pays africains, des pays défavorisés, en Inde, en Thaïlande, on utilise la spiruline pour lutter contre cette malnutrition. Et on obtient des résultats spectaculaires parce qu'elle est très riche dans tous ces ingrédients que l'on voit ici. Ça produit 10 grammes par jour au bout de combien de temps? En une semaine. En une semaine. En une semaine, on a une production. Une dorade, il faut attendre. On a une production très importante déjà. Et par rapport au loup dorade, il faut attendre combien de temps? Une dorade, pour avoir un loup portion dont vous parliez tout à l'heure dans l'assiette, dans une aquaculture qui fonctionne bien, il faut 2 à 3 ans. 2 à 3 ans pour une assiette? Mais oui, surtout dans les cages immergées en Méditerranée, où la température se prête mal à ce type d'élevage. La Méditerranée n'est pas une mer chaude. Et alors, l'idée, c'est quand même peut-être pas de faire de la spiruline avec tous les engrais et tous les intrants qu'on peut trouver dans l'agriculture, parce qu'apparemment... Ah non, bien entendu. On peut faire de la spiruline bio, il y a une façon naturelle de faire de la spiruline, si ça existe depuis 3 milliards. La façon naturelle de faire de la spiruline, c'est de la laisser pousser dans son milieu, où évidemment les ingrédients existent. Alors ça pousse où? Est-ce que ça pousse? Il faut de l'eau douce, il faut de l'eau de mer? De l'eau douce et de l'eau saumâtre essentiellement. Mais actuellement, nous conduisons des expériences en eau de mer à Tuliar, à Madagascar, car les villages du Sud disposent de très peu d'eau douce. Et par conséquent, il faut obtenir des protéines. Les pêches diminuent. Là-bas aussi, elles ont été rachetées par les Japonais. Les Malgaches ont bradé leur pêche aux Japonais. Et par conséquent, la seule pêche existante, c'est la pêche à pied sur les récifs. Donc il manque par trop de protéines, et ces protéines peuvent provenir de cette spiruline. On a des résultats spectaculaires avec les enfants dénutris, si l'on peut avoir les images. Voilà un exemple d'enfant marasmique au Togo, 10 mois, 5 kg d'œufs, et voici ici le même enfant togolais 3 mois après, alors qu'il a reçu 10 grammes de spiruline par jour dans une bouillie de mil.
Donc c'est véritablement spectaculaire. Mais pourquoi on ne découvre ça que maintenant, si ça existe depuis si longtemps? On ne découvre pas, nous, pays riches, bien alimentés, nous découvrons ça maintenant. Mais par exemple, dans certains pays comme l'Inde, comme le Chili, la production se fait au niveau industriel. Ce sont des milliers de tonnes par an qui sont produites dans ces pays-là. Et on continue à la récolter de façon tout à fait artisanale au Tchad, dans les pays africains, alors que ces effets sont extrêmement bénéfiques. Bon, est-ce que ça pourrait être éventuellement un complément à une pêche peut-être un peu plus qualitative et moins quantitative? Je veux dire, quelle place pourrait prendre la On la peut spiruline? utiliser d'ailleurs la spiruline, et cela se fait depuis longtemps en aquaculture, pour alimenter des larves de crustacés, les larves d'Artemia par exemple, pour les faire pousser, que l'on va donner ensuite. C'est-à-dire qu'on pourrait faire de l'aquaculture sans nourrir les poissons d'élevage avec des poissons sauvages, comme on l'entend souvent, puisqu'on lit partout qu'il faut 3 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de poissons d'élevage. Vous confirmez ces chiffres à peu près? Je pense que ça dépend des espèces, bien évidemment. Tout dépend des espèces. Les espèces nobles, il y a des espèces prédateurs, les prédateurs qui sont situés en haut de la chaîne trophique. Bien sûr, il leur faudra beaucoup d'énergie, donc ce sera des carnivores. Et puis vous avez aussi l'aquaculture en Chine, qui utilise les carpes herbivores. Donc là, il suffit de les nourrir avec de l'herbe. Et puis, donc là, il en faudra. Et on peut faire du loup avec de la spiruline? Ne disons pas qu'on va pouvoir faire du loup avec de la spiruline. On ne va pas faire un bébé occidental uniquement avec la spiruline. Mais on peut l'utiliser comme complément nutritif. Et pour nous, pays riches, c'est peut-être un coupe-faim. On l'utilise, on la retrouve dans les magasins diététiques. En plus, il coupe la faim. Vous voulez dire que ça, en plus, ça ne fait pas grossir. Exactement. C'est 10 fois plus nutritif que le riz, à mais condition ça fait pas grossir. de manger moins. Bien entendu, ça ne fera pas grossir. D'accord. Mais il y a d'autres effets extrêmement bénéfiques. Bon, elle renferme des acides gras essentiels pour lutter contre le mauvais cholestérol. Vous avez là les effets bénéfiques de la spiruline. Donc c'est la source d'éternelle jeunesse, la spiruline. Certains le prétendent. Et en tout cas, le pape de la spiruline, le docteur Ripley Fox, qui a 86 ans et qui a fait le tour de la question dans le monde entier. J'ai ici son ouvrage d'ailleurs. 86 ans, c'est un grand jeune homme. Et il en prend depuis 50 ans. Bon, alors à ce stade, on va peut-être voir s'il y a des questions. Donc, qu'est-ce qui est prêt à remplacer la sardine par la spiruline? Non? Il n'y a pas? Il y a moins d'arêtes, oui, il y a moins d'arêtes. Oui. Il faut rien remplacer par rien. Oui, oui, madame, il y a une question là-haut. Je ne sais pas s'il y a un micro. Oui, j'ai été frappée par ce qu'a dit Monsieur Curie. Curie, oui. Oui, lorsqu'il nous a dit que c'était les pays donc, de l'hémisphère sud, l'Afrique du Sud et autres qui, les premiers, avaient protégé leur zone de pêche. L'Australie et l'Afrique du Sud. Bon, je ne vais pas essayer de faire une comparaison entre les deux, mais il me semble que dans l'hémisphère nord, la pression de pêche, de toute façon, est beaucoup plus importante, ne fût-ce que parce que la population est beaucoup plus importante, et que, quand on prend l'exemple de la mer du Nord, par exemple, il y a des pêcheurs tout autour de la mer du Nord, et c'est beaucoup moins large que l'océan Pacifique ou l'océan Atlantique au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, le dommage, c'est que les pêcheurs occidentaux n'ont pas encore compris qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas une relation entre le nombre de pêcheurs et le fait que, oui ou non, on protège la ressource qui est autour? Je crois que ça serait une équation assez simple. Ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser, je veux dire. Il y a des pêcheurs partout et il y a des flottilles de pêche en surcapacité absolument dans tous les pays, en Australie comme ailleurs, et ils seraient capables, je veux dire, potentiellement de surexploiter leurs ressources. Donc ce n'est pas un problème d'un nombre de pêcheurs, ou même, je dirais, ou la qualité des recherches dans un pays, c'est tout simplement un problème de gouvernance. Et ce problème de gouvernance, on l'a typiquement en Europe, où on a des séries de quotas, de réduction de l'effort de pêche, de choses comme ça. Donc, au point de vue administratif, il y a tout un cortège, et institutionnel, il y a tout un cortège de mesures à prendre et qui sont finalement jamais prises. Parce qu'il y a toujours on peut réduire des choses, réduire des tailles, augmenter la taille des mailles de filets, on peut essayer de réduire le nombre de bateaux. Il y a toujours des subterfuges pour augmenter finalement in extremis l'effort de pêche. Donc,
je crois que ces pays-là ont géré leurs ressources parce qu'ils ont, d'un point de vue gouvernance, affirmé que, d'abord, les ressources renouvelables, telles la pêche, étaient importantes pour leur économie, et les gouvernances ont fait que ce problème a été pris au sérieux et que les avis des scientifiques, les avis des pêcheurs ont été intégrés dans des cadres institutionnels ad hoc. Alors j'avais une deuxième question, on m'excusera de monopoliser le micro, mais tant que je l'ai, j'en profite. Les Australiens ont peut-être une culture alimentaire plus tournée vers la viande que vers le poisson. Mais je pense aux Japonais qui, eux, ont une culture alimentaire, j'allais dire presque exclusivement piscicole, et qui sont en train d'envahir le monde entier et de stériliser océan après océan à grands coups de navires-usines et de captures dont nous pensons en Occident qu'elles sont à la limite illégales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est certain qu'il y a des économies qui sont beaucoup plus intéressées et tournées vers les produits marins. Alors vous avez cité le Japon, c'est vrai que le Japon rachète un certain nombre de productions mondiales, mais ce ne sont pas les seuls. Vous avez par exemple en Europe, c'est vrai que la plus grande flotte mondiale, c'est la flotte espagnole, et qui exploite ou qui intègre, je veux dire, les systèmes nationaux comme la Namibie, comme la Mauritanie, etc., et qui aussi ont des demandes en poissons énormes, et aussi non seulement des demandes en poissons, mais des demandes pour utiliser des flottilles qui sinon ratisseraient un petit peu plus les eaux de la mer du Nord. Donc, il y a des pays qui contribuent à des surexploitations dans des zones qui ne sont pas traditionnellement les leurs. Ça, c'est une évidence. Est-ce que si on essaie de creuser un petit peu les solutions au quotidien, parce qu'après tout, la masse de bons gestes multipliée par le nombre de volontaires, qu'est-ce que nous, en tant que consommateurs, si on voulait non pas inverser, mais du moins avoir une attitude un peu responsable ou un peu volontaire dans un sens un peu plus écologiste, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? Alors, pour essayer d'améliorer un petit peu cet aménagement des pêches, c'est vrai qu'il y a tout un aspect par le marché. C'est-à-dire qu'il y a plein d'ONG aussi qui travaillent pour la labellisation des produits, donc qui voudraient par exemple que telle pêcherie de hareng à tel endroit soit certifiée. Donc il y a Unilever par exemple avec WF et le Marine Stewardship Council qui travaillent sur la labellisation des produits. Donc c'est aussi un intérêt économique parce qu'à terme ça voudra dire que c'est Unilever pourra vendre plus cher un produit certifié par rapport à un produit non certifié. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi d'autres aspects qui sont vendre des produits... non, j'ai oublié pour l'instant. Est-ce qu'il faut par exemple boycotter certaines espèces ? Est-ce qu'il faut regarder la taille des poissons Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, il y a aussi des listes produites. Alors vous en avez je sais que je vous en montrerai demain des listes produites par l'Aquarium de Montreuil, mais il paraît qu'il y en a aussi en Europe des listes similaires, avec des listes de poissons qui sont hautement recommandées parce que, je veux dire, ces espèces dans ces écosystèmes-là sont relativement bien gérées, et puis des espèces ou des produits qu'il faudrait vraiment éviter de consommer parce que soit les populations sont à des niveaux extrêmement bas, proches de l'extinction, soit c'est des espèces qui ont toujours été en faible nombre. Donc voilà, il y a aussi des listes qui sont produites pour les consommateurs pour, entre guillemets, mieux consommer certaines espèces. Nous avons la chance en Méditerranée d'avoir un moratoire sur le mérou depuis 1992. Bon, il est évident qu'il y a toujours des exactions, il y a toujours des contrevenants. Mais en tout cas, actuellement, ce moratoire est bien respecté. Il a été reconduit pour 5 ans jusqu'en 2007. Il concerne bien entendu la pêche sous-marine essentiellement, mais il a été étendu à la pêche aux hameçons. Et de ce fait, on voit les populations de mérous se conforter sur notre littoral, se reproduire. Il y a de plus en plus de jeunes mérous par petits fonds. Et ceci est rassurant. Cela montre que s'il y a une réglementation respectée, eh bien le milieu ne s'en porte que mieux. Bon. On va peut-être aller voir un peu autour du poisson avec vous, Bruno Girohero, parce qu'après tout, il y a le poisson, mais il y a tout ce qui est autour, et notamment en Méditerranée. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir un petit peu ce que les gens mangeaient auparavant. On oublie qu'il n'y a pas toujours eu des tomates, des pommes de terre ou même des pâtes, et que la Méditerranée est une utilisation ancienne. Donc, est-ce que peut-être il n'y a pas des solutions pour réorganiser nos systèmes alimentaires, tout simplement en regardant ce que les très anciens ont fait avant nous ? Oui, effectivement.
on peut regarder ce que mangeaient les très anciens, mais aussi on peut se rapprocher de l'apport de légumes tels que les tomates. Bon, c'est vrai que les nourritures de base en Méditerranée a été le pain, régulièrement. Et puis le pain, on le frottait avec quelque chose, de l'huile d'olive ou autre chose. Ça servait de nourriture de base. Je crois qu'il ne faut pas... il faut prendre exemple sans prendre exemple. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils avaient beaucoup d'activités physiques, ils avaient des activités lourdes, ils avaient un mode de vie qui les amenait à manger plus que nous maintenant, qui les amenait à manger plus de graisse, etc. Mais de par leur activité, qu'ils pouvaient évacuer, qu'ils pouvaient éliminer. Maintenant, je pense qu'il faut, par contre, utiliser ces exemples en se réappropriant et en les modernisant. C'est-à-dire que on peut prendre, en Méditerranée, il y a une cuisine très riche, en Provence aussi, qui date du 19e, le 18e, 19e siècle, ont été des périodes très, très riches en inventions culinaires. Et ces inventions culinaires, qui sont des inventions équilibrées par rapport au mode de vie de l'époque, il faut les retravailler et les remettre au goût du jour, mais avec les mêmes équilibres, avec les mêmes types de cuisson qui permettent de conserver aux aliments leurs vitamines, etc., mais aussi, je m'empresse de le dire, qui permettent de garder des goûts. Parce que je crois que, là aussi, il ne s'agit pas de tomber dans l'hygiénisme le plus bête. C'est-à-dire que quand on mange, il faut éprouver du plaisir. Et une des premières choses qu'on n'apprend pas aux enfants, c'est à éprouver du plaisir en mangeant des nourritures saines qui nous viennent du terroir, saines et variées, qui nous viennent de notre terroir. Alors, effectivement, les enfants se précipitent sur des nourritures qui culturellement correspondent à des images et à la publicité, etc. Donc, ils vont se précipiter sur McDo, ils vont se précipiter, qui sont des nourritures qui sont hygiéniquement, puisqu'elles sont faites dans des conditions très, très saines, qui par contre contiennent beaucoup de sucre, contiennent beaucoup de graisse, et qui entraînent beaucoup de cas d'obésité à l'heure actuelle. J'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que on a une augmentation de l'obésité sur Marseille des enfants qui est énorme, et notamment dans les milieux populaires. C'est-à-dire que c'est les sucres qu'on prend dans les boissons, les sucres qu'on prend dans les McDo, les chocolats, etc., etc. Et je voulais revenir sur deux exemples que vous avez cités. C'était je ne sais pas comment vous l'appelez, la thiboudienne. La thiboudienne qui me paraît l'exemple d'un plat équilibré. Voilà. Avec un poisson, une graine, des légumes. Donc il y a un apport nutritif qui est intéressant, qui est bien. Et en plus, je vois tout ça, ça doit être très agréable à manger. Ça doit être très bon. Voilà. Très, très bon. Et les Sénégalais sont très minces, vous le savez. Est-ce qu'il y avait une sagesse écologique, par exemple, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la progression des déserts, la destruction des sols fertiles, l'effondrement des stocks de poissons, par ailleurs, l'arrivée en masse des nourritures industrielles, je veux dire, bon, si on essaye de garder un peu le cap sur le futur, est-ce que nos petits-enfants, est-ce qu'ils pourront continuer, par exemple, à avoir le fameux régime crétois dont tout le monde dit le plus grand bien? Est-ce qu'on peut finalement continuer à avoir de l'huile d'olive, avoir des légumes en toute saison, de bonne qualité, sans entrants chimiques? Est-ce que ce modèle méditerranéen de cuisine très saine est viable dans les circonstances aujourd'hui? Moi, je crois que les anciens, ils avaient une sagesse obligatoire, c'est la sagesse de la pauvreté. Donc ils étaient obligés les rendements du blé ou les rendements des tomates ou les tomates sous serre, etc., ça n'existait pas. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qu'on est complètement en train de perdre, mais certaines personnes travaillent dessus, c'est que je pense, notamment au niveau des légumes, il faut savoir manger les légumes en saison. Et il faut savoir manger de bons légumes. Parce que les bons légumes, ils ont du goût, donc vous en mangez moins. Alors, ils sont un peu plus chers, c'est vrai. Donc, il y a peut-être un déficit démocratique pour l'accès de tout le monde à des bons produits. Mais avec 1 kilo de tomates qui viennent du sud de l'Espagne, vous prenez 2 tomates de plein champ en saison, vous avez la comparaison. Si vous prenez une bonne huile d'olive, vous avez des bonnes huiles d'olive. C'est vrai que les prix explosent et que les producteurs d'huile d'olive, mais si vous prenez une bonne huile d'olive, vous en mettrez beaucoup moins dans votre salade. Et vous apprécierez beaucoup mieux cette huile d'olive que d'acheter des huiles. Alors, bien sûr, vous avez des bonnes huiles d'olive, des moyennes gammes que vous trouvez en grande surface,
qu'il ne faut pas négliger. Vous ne pouvez pas toujours consommer de l'huile d'olive à 100, je parle en francs moi encore. Hein. Allez-y, on comprend encore. On comprend À 100, 150 francs ou 200 francs au litre, bien sûr. Mais il faut... Ah oui, vous avez des huiles d'olive bio qui atteignent 200, 250 francs, même j'en ai vu à 500 francs le litre. Bon. Et le type, il vend toute sa production, hein, il n'y a pas de problème. Mais on peut trouver en grande surface, je ne vous citerai pas de nom, mais des huiles d'olive de moyenne gamme avec lesquelles vous allez pouvoir faire de la cuisson, vous allez pouvoir faire un certain nombre de plats, et utiliser l'huile d'olive de haut de gamme uniquement pour les salades, pour un certain nombre de choses. Il faut donc savoir, et c'est toute une éducation, acheter les produits, savoir les utiliser les produits de saison, de même que les poissons. Les poissons, il faut les quand on vous propose à Marseille une bouillabaisse en toute saison, eh ben on se moque de vous, parce qu'il y a des poissons quand vous servez la bouillabaisse, ces poissons-là, soit ils sont congelés, soit je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Ils vivent toute l'année quand même. Ils n'ont peut-être pas le droit de les pêcher toute l'année, mais ils vivent toute l'année, les poissons. Non, mais ils vivent toute l'année, mais ils viennent à maturité à certaines périodes. Et c'est à certaines périodes qu'ils sont bons à manger. Hein, vous voyez les loups en ce moment, il y a beaucoup de loups en ce moment. On trouve beaucoup de loups, de dorades. Non, c'est vrai que il y a des pêches saisonnières, donc il faut profiter de ce qui est produit localement, plutôt que d'avoir des poissons importés qui sont congelés, etc. Donc c'est vrai qu'un peu comme une tomate, il y a aussi des saisons et puis des qualités. Mais alors, de la même façon que les pêcheurs aujourd'hui ont des difficultés économiques, même s'ils dégradent le stock, même si les choses vont, tout va mal et finalement personne n'est content au bout du compte, est-ce qu'aujourd'hui, un agriculteur qui ferait des bonnes tomates, de la bonne huile d'olive, des bons légumes, peut s'en sortir? Est-ce que la qualité est viable à chaque... Non, moi je pense qu'il y a des paysans, des agriculteurs qui actuellement se rendent compte de ce problème et qu'ils essayent de faire des bons produits. Je dirais pas je ne veux pas mélanger bons produits et bio, parce qu'on a des produits bio qui ne sont pas bons. C'est pas parce que c'est beau que c'est bio. La garantie de bio ne veut pas dire que le produit est bon au niveau du goût. Il y a des vins bio qui sont, imbuvables. Il y a des tomates bio qui n'ont pas plus de goût que les tomates espagnoles. Donc je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est des produits qui sont respectueux de leur environnement, où les agriculteurs sont respectueux de l'environnement, peut-être pas jusqu'à atteindre le bio, mais qui ont des produits de qualité, des produits qui ont du goût. Donc, c'est des produits qui viennent en saison. Bon, moi, je peux citer plusieurs agriculteurs dans la région. J'ai un ami près de Toulon qui cultive une 50aine de variétés de tomates, qui cultive une 30aine de variétés d'aubergines, et qui les commercialise sur ce que nous, on peut appeler des circuits courts de distribution. Bon, c'est le système du panier. Bon, je pense que parmi vous, beaucoup de... Oui, ça commence. Qui connaît? On va faire un test. Qu'est-ce qui pratique ou qu'est-ce qui a entendu parler de ça? Mais il va être content, votre copain. Non, mais il n'y a pas que lui, il y a dans la région. Bon, ce qu'on appelle les AMAP, pour ceux où ça prend d'autres... Donc, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous achetez un panier pour 6 mois. L'agriculteur s'engage à vous livrer chaque semaine un panier pour 2-4 personnes selon ce que vous avez payé, avec les légumes de saison. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de tomates. Si c'est des choux, c'est des choux. Donc c'est sûr qu'en hiver, vous aurez des légumes d'hiver. Vous aurez peut-être des artichauts, peut-être du chou, mais vous n'aurez pas des tomates. Et pas de courgettes. Vous n'aurez pas de basilic en hiver. Et donc, en achetant ce panier 6 mois à l'avance, vous pouvez fournir à l'agriculteur de la trésorerie qui lui permet d'assurer, donc entre les ventes... De prolonger cette action qualitative. Oui. Juste ajouter pour ce problème pour le poisson, vous l'avez dans la production aquacole. Il est évident qu'il y a différentes qualités. Il y a du poisson qui est produit de façon je veux dire une qualité grande au niveau aquaculture, mais vous avez aussi de l'aquaculture de bas de gamme. Et c'est vrai qu'il y a certains saumons, on se demande si on peut encore les manger. C'est un petit peu comme le poulet d'élevage basse catégorie. Profitons-en, parce qu'on est entre nous. Alors, il faut éviter quoi? Il faut éviter le saumon d'élevage, il faut éviter le poulet. Non, oula. Non, mais certains saumons qui sont produits, ou certaines crevettes, je veux dire, vous avez des crevettes à 5 € le kilo, qui viennent du Brésil ou d'autres endroits, qui sont de qualité vraiment... Oui, vous savez la différence entre le certain saumon qu'il ne faut pas acheter et l'autre. Vous ne pouvez pas nous donner un petit tuyau? Quand on fait nos courses, par exemple, si on veut acheter du saumon, qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix? De manière, vous ne trouverez pas de saumon de sauvage. Ce qu'il vaut mieux prendre, c'est quand même des qualités de poissons sauvages.
et puis des poissons qui soient, bon, quand même pas trop, qui ne soient pas surexploités. Je veux dire, donc vous prenez votre petite liste et puis vous voyez, vous avez des très bons harengs, vous avez des très bons du colin, des choses comme ça qui sont de bonne qualité, sauvages et bon, souvent le poisson sauvage, vous avez quand même une qualité qui est bien meilleure que le poisson d'élevage. Cependant, nous avons ici, tout près de cet endroit, une aquaculture de loup et de dorade qui marche bien. Qui est de bonne qualité. Oui, Provence Aquaculture qui a obtenu le label bio. Et la traçabilité dont on parle tant est facile à faire de l'œuf jusqu'à l'œuf, par rapport à un poisson pêché en mer. Là, ils sont nourris avec quoi, ces loups Eh bio? bien, ils sont nourris avec un aliment qui est très surveillé par l'Europe. Il faut répondre à un cahier des charges en 85 points. C'est pas évident, et c'est ce que fait l'aquaculteur ici à Marseille. Et à la sortie, ça coûte un petit peu cher? Ça coûte un petit peu plus cher c'est que très le bon. poisson pêché en mer. Il a du goût? Ça a du goût? Vous en avez goûté? Je connais le poisson de mer depuis 40 ans, et peut-être un peu plus, et je ne fais pas trop de différence, mis à part qu'il est un petit peu plus gras. Et il a toujours la taille de l'assiette. Et on peut le pousser jusqu'à... On le pousse actuellement jusqu'à 1 kg, 1,5 kg, comme c'est le cas en Corse, j'en reviens, de l'aquaculture à Campomoro, où ils font du poisson d'1 kg, 1,5 kg. D'accord, donc on ne va plus pouvoir les repérer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Oui. Alors, monsieur d'abord. Ah, madame a le micro. Ça vous ennuie pas, Je monsieur, ne sais pas. votre galant? Il marche? Oui, Oui. c'est ça. Je me pose la question, entre l'aquaculture et le poisson sauvage, l'aquaculture donc a ses correspondants de poulets en batterie, mais le saumon sauvage ou le poisson sauvage, c'est aggraver la situation que vous avez décrite précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait, docteur? C'est la conscience ou c'est voilà, le dernier saumon que j'ai acheté, il est sauvage. Et en entendant tout à l'heure l'état des lieux, je me disais, est-ce que c'est une bonne chose finalement? Le saumon, ça va Alors, encore ce qu'il faut voir, c'est que l'aquaculture a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. C'est vrai qu'on doit produire plusieurs dizaines de millions de tonnes d'aquaculture. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne pourra pas développer l'aquaculture si on n'a pas des pêcheries qui sont saines. C'est-à-dire des pêcheries bien gérées. Tout à fait. Parce que sur ces 85 millions de tonnes, vous en avez maintenant à peu près, disons, une moitié. Ce sont des petits poissons qui sont destinés à la farine de poisson. C'est donc des sardines, des anchois. Et cette farine, elle sert à nourrir en grande partie les animaux terrestres, mais aussi l'aquaculture, la production aquacole. Donc, il faut même de l'aspirine. Si on détruit complètement les pêcheries sauvages, on ne pourra pas avoir une aquaculture saine. Donc vous voyez, il y a cette relation très, très, très proche entre le développement de l'aquaculture et un développement durable des pêcheries marines, donc des pêcheries sauvages, ça veut dire que d'animaux la sauvages. gestion des stocks dans le cadre du développement durable, ce serait l'utilisation des deux, gérer à la fois l'aquaculture et les stocks sauvages? Il faut les deux, mais il faut pour que les deux existent, il faut bien gérer les pêcheries. Et une gestion globale, j'imagine. Gestion globale, bien sûr, une gestion intégrée qui intègre aussi toutes les activités littorales, comme maintenant l'aquaculture qui devient prédominante et qui se développe, notamment en Méditerranée. Vous disiez tout à l'heure qu'au début du siècle, on mangeait de la morue comme on mange du pain aujourd'hui. Ça veut dire que nos petits-enfants mangeront de la morue peut-être une fois dans leur vie ou... Alors, ce que je ne voudrais pas, c'est que le poisson devienne un produit de luxe. C'est-à-dire que vous avez un excellent livre... Ça l'est déjà un peu. Ça l'est déjà, mais bon. C'est vrai que la morue, il y a cet excellent livre de Kurlansky là, qui retrace toute l'histoire de la morue depuis le XVe siècle. Et ce qui est bien dans son livre, c'est qu'il nous donne des fiches de recettes à presque toutes les pages. Alors, c'est astucieux. Pour les stocks, ça. Non. Alors, il commence par comment on accommodait la morue. Et c'est vrai que les pêcheurs, c'était les pauvres. Donc, on prenait la morue, on mettait des pommes de terre, on jetait ça dans le pot en terre, et puis on faisait bouillir ça. Et il finit, donc c'était un peu la morue à Terre-Neuve, donc je vous ai dit, en 92, elle s'est effondrée. Et il finit son livre de façon un petit peu cynique, puisqu'il donne la recette de la morue fraîche du 3 étoiles à Paris. Comment accommoder une grosse morue. Et c'est sûr qu'une grosse morue, maintenant, il va falloir la trouver. Et donc voilà. Voilà, donc c'est ce qu'il faut vraiment faire. Et je pense qu'on a une période un petit peu charnière de cette histoire des pêcheries. Alors c'est vrai que nos sociétés, c'était il y a 10 000 ans, on vivait de la chasse.
Après, on est devenu une société avec la révolution du néolithique, là, la révolution alimentaire. On est devenu des éleveurs, des cultivateurs. Et puis les pêches, c'est quand même quelque chose de nouveau, puisque ça fait que juste 50 ans qu'on a vraiment pêché de façon industrielle. Et là, on est en train de se demander, est-ce que finalement, ça ne va pas devenir une activité? Les stocks vont les uns après les autres s'effondrer, comme en mer du Nord. Et puis ça va gagner l'intérêt général. La réversibilité des écosystèmes étant très faible, si on ne gère pas, ça n'a pas de raison de revenir. Et puis ça deviendra une activité récréative. Et puis le poisson deviendra un produit de luxe. Il y a les 2 tiers de la planète qui comptent là-dessus pour survivre. Ça ne peut sûr, pas être une pêche de loisir pour tous, quand même. Bien évidemment. Et vous ne remplacerez pas 85 millions de tonnes de protéines pêchées par autre chose. Donc ça a des conséquences lourdes. La spiruline et lourdes. Non. peut y contribuer. Non, mais moi, je suis très. Quand on parle de morue, c'est vrai qu'on est très triste parce qu'en Méditerranée, c'est le poisson le principalement consommé. Qu'elle soit pas pêchée en Méditerranée. Bien qu'elle ne soit pas pêchée en Méditerranée. Ouais. Mais je sais qu'il y avait des deals au niveau du sel, etc. Mais c'était dans tout le bassin, enfin dans toute la rive nord de la Méditerranée, le bacalao, c'était quelque chose qui était consommé et par les plus pauvres. Et donc, si on prend les plats de Noël. Le Noël maigre en Provence, par exemple, la morue aux épinards fait partie de ces plats-là. Donc, c'est des plats très traditionnels et qui s'adressaient à l'ensemble de la population, pas uniquement. Et c'est vrai que c'est un peu triste de voir que toutes ces recettes, mais aussi tout ce qui se fait autour, est en train de disparaître si on ne sait pas gérer ses réserves, quoi. Dans les pays anglo-saxons, il y avait ce qu'on a les fish and chips. Donc ça, c'était avec la morue. On prenait une morue puis on la mettait dans l'huile. Et c'est vrai que, par exemple, donc en Afrique du Sud, là où j'ai vécu pendant plusieurs années, j'ai vu au fur et à mesure disparaître, parce que maintenant ils utilisaient le merlu dans ce pays où il y a des grandes ressources. Donc maintenant ils exportent tout leur merlu et tous les fish and chips sont fermés. Donc c'est remplacé par quoi ? Je vous le demande, et c'est remplacé. Non, par les Kentucky Fried Chicken, c'est-à-dire le poulet. Le poulet remplace le. Voilà. Il y a moins d'arrêtes. Ouais. Vous parlez de on va peut-être reprendre quelques questions, parce que comme l'heure tourne, on va faire participer la. Oui, madame. Attendez, il y en a plein. Alors, madame, monsieur. Voilà. Monsieur qui a le micro, excusez-moi, madame, allez-y. Monsieur qui avait le micro, allez-y. J'ai le micro. Oui. Alors, allez-y. Concernant la pêche. Je peux poser la question ? Oui, allez-y, monsieur. Vous, là, comme ça. Voilà. D'accord. Allez. Oui, savoir si les scientifiques, vous n'avez pas, pour résoudre ce problème de la pêche, vous avez dit qu'il y a quelques pays seulement qui ont pris conscience qu'il faut faire une gestion, mais est-ce que vous n'avez pas la sensation ou la possibilité de demander une législation planétaire ? Parce que les problèmes mondiaux ne peuvent se résoudre que par des solutions mondiales, à mon sens. Et que s'il n'y a pas une prise de conscience mondiale, la pêche, les poissons, comme vous dites, on va arriver à nettoyer toute la mer, quoi. Il y a une prise de conscience que vous appelez planétaire, internationale, puisqu'il y a eu une déclaration à Reykjavik en 2001, la déclaration de Reykjavik, ratifiée par 47 pays, qui veut, c'est déjà un pas en avant vers une gestion un peu plus raisonnée, qui exhorte les nations à avoir une approche écosystémique des pêches. Donc ça, c'était un bon point. 47 pays, le Japon n'a pas signé. L'année d'après, il y a quand même eu, alors ça c'était, je veux dire, au niveau international, des intentions nobles, et puis quand même une reconnaissance d'une direction à prendre. Alors c'est vrai que l'année d'après, à Johannesburg, il y a quand même eu un agenda, c'est-à-dire on a dit, en 2010, il faut faire quelque chose, il faut que quelque chose soit fait au niveau des pays. Et là où certains pays prennent vraiment les choses au sérieux, c'est que, par exemple, dans les lois, dans les décrets, maintenant, il y a, au niveau des... Par exemple, prenons aux États-Unis, maintenant, il faut que les pays reconstruisent, pour certains stocks, l'abondance des populations à certains niveaux. Donc, il va falloir le faire. Pour certains pays qui prennent ça au sérieux, ils le font et ils le mettent dans les lois. Et maintenant, il y a des choses qui vont devoir se faire, je dirais, coûte que coûte. Et ça ne sera pas facile. Et la France a ratifié cet accord Oui. Bon. Il va y avoir une autorité. Oui, une autre question, madame. L'autre micro. J'ai le micro. Voilà, allons-y. J'aimerais ne pas avoir à en parler, mais il m'a semblé entendre quelque chose de bizarre, c'est qu'une aquaculture puisse être certifiée bio.
Ça me semble un petit peu étrange, je m'explique. En fait, lorsque on certifie bio une agriculture, ça veut dire que le milieu dans lequel les légumes maraîchers, par exemple, poussent, sont nettoyés pendant 4 ou 5 ans en jachère, etc. Et en plus, que l'eau qui est utilisée ainsi que les engrais écologiques soient de nature biodégradable, etc. Il y a quelques 50 ou 60 ans maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, il a été immergé en fait tout un tas de conteneurs d'armes bactériologiques dans les mers du Nord, il me semble, et dans d'autres endroits. D'après des experts, on en a entendu parler en 93, en 95 et 97, ces conteneurs immergés dans des vieux chalutiers seraient en phase, au bout de 50 à 60 ans d'immersion dans la mer, de se fissurer puis de se répandre. De ce fait-là, pouvoir certifier une aquaculture bio, ça me paraît un petit peu difficile. Bon, bien que ce sont les mers du Nord et que là, il y a la mer méditerranéenne, je suis d'accord. Est-ce que... que pensez-vous par rapport au développement d'une agriculture ou d'une aquaculture par rapport à ce cas de situation où on a immergé des produits absolument destructeurs de vie? Est-ce que ces paramètres sont pris en compte ou est-ce qu'ils sont enterrés de façon à ce que l'on n'en parle pas et est-ce qu'on ne les intègre pas dans le constat de la situation aujourd'hui? Merci. Vous parlez d'agriculture bio. Pensez-vous que les terrains où l'on fait de l'agriculture bio soient vraiment très sains? Une bonne pluie. Première question, une pluie qui va vous lessiver les sols à proximité va vous apporter des micropolluants, tout comme dans le milieu marin, qui est l'exutoire. Alors, je reviens à l'aquaculture bio, que je connais mieux que l'agriculture bio, bien que je consomme des produits bio quelquefois. Eh bien, à l'île du Frioul, à côté, les eaux sont ce qu'elles sont. Je peux vous dire qu'elles sont de bien meilleure qualité qu'il y a 25 ans, parce qu'il y a eu des efforts de fait, mais elles sont d'aussi bonne qualité que les lieux où l'on va pêcher des poissons que vous allez trouver sur l'étal de votre poissonnier. Je parle du golfe de Fos, par exemple. Donc déjà, l'eau est de qualité, je dirais, moyenne, mais comme partout en Méditerranée, et en particulier sur le littoral. Par ailleurs, les espèces qui sont élevées sont des espèces carnivores. Et donc, que va-t-on faire? On va utiliser des fonds de filets de pêche, dont parlait tout à l'heure mon collègue de l'IRD, pour faire de la farine qui sera dans les granulés que l'on donne à manger aux poissons. Mais dans les charges de l'Europe, il est précisé que cette farine de poisson, pour les animaux encore une fois carnivores, doit provenir des mers australes. Donc il faut faire venir déjà les fonds de filets de pêche des mers australes du côté de l'Australie, justement, et de la Nouvelle-Zélande. C'est dans le cahier des charges. En plus, il y a un certain pourcentage d'ingrédients végétaux, dont la spiruline. La spiruline. Et par conséquent, comme je le disais, la traçabilité de ces produits est très facile à faire. Et l'on sait pertinemment analyser, je l'ai fait moi-même dans notre laboratoire, on sait pertinemment analyser ces aliments synthétiques qui sont appelés communément granulés. Et je peux vous dire qu'il y a des taux très très bas ou inexistants, de métaux lourds par exemple, alors qu'on va les trouver dans les poissons pêchés en mer ou bien dans les animaux. Et si on nous analysait, on nous déclarerait impropres à la consommation, sachez-le. Oui, déjà rien qu'en C'est d'accord, mais vous n'avez pas répondu à la question. Bon. Est-ce que vous prenez en compte le cas de ces armes chimiques qui sont enfouies au fond des mers? Mais dans le constat chimiques, en Méditerranée, on ne va pas faire de l'aquaculture. Non, il n'y en a pas en Méditerranée, mais je veux dire qu'on est dans une situation mondiale sur... il n'y a pas que des armes chimiques. Oui, vous savez très bien qu'il y a des containers dans les grandes fosses qui renferment des radionucléides. Et des sous-marins qui ont une durée de vie très longue. Aussi, voilà. Mais alors, le problème se pose au niveau planétaire et dans tous les milieux naturels. Et encore une fois, il faut envisager un raisonnement écosystémique, comme le disait mon collègue. Donc on est il faut faire au mieux avec ce qui reste. Sur le même vaisseau. Il
Faisons au mieux avec ce qui reste. On va peut-être passer à la case boire parce que l'heure tourne. Allez, encore une question. On va prendre 2-3 questions en rafale et puis on fera une réponse globale qui sera le mot de la fin de chacun des intervenants parce que je ne voudrais pas mettre en retard le prochain débat. Oui. Alors dites toutes vos questions puis on fera une réponse un peu collégiale. Oui, Allez-y, monsieur. Je sais pas. Ça y est, Ça marche, allez-y. Ça marche. Alors le problème, c'est que ceux qui a commencé à évoquer Nardot, c'est Monsieur Curie tout à l'heure qui l'a frôlé et qui n'est pas allé jusqu'au bout. Il a commencé à parler de ces carpes qui mangeaient les herbes dans les rizières. Bien entendu, on faisait pousser du riz, donc c'était le fond du plat. Donc on avait les carpes pour manger les mauvaises herbes. Et ensuite de ça, on avait aussi, mais ça il ne l'a pas dit, des tortues à carapace molle en Chine qui mangeaient les asticots, les escargots et tout le reste. Bon, bien entendu, je ne dis pas comment la rizière était alimentée en sous-produits humains, mais ça fait partie du traitement lagunaire qui précédait ça. C'est la cabane au fond du jardin, mais ça une autre forme en chinois, je ne sais pas. C'est renouvelable. Voilà, ben oui, donc vous aviez la définition du biotope. Alors bien sûr, la spiruline, ça correspond à l'Afrique, c'est Nardot qui en parle le mieux, et ça marchait aussi avec ce qu'il y avait dans des ouettes, donc des productions d'eau ou des mares temporaires, et qui étaient les tilapias. Alors je ne sais pas ce qui a fait disparaître le tilapia de l'Afrique, mais on avait du poisson. Et ça, je ne sais pas où il est parti. Donc cette espèce de biotope, quand on en parle, nous on l'avait dans la Méditerranée, puisqu'on avait les pêcheries locales, donc le milieu, ça veut dire que déjà quand on commence à dire que la morue était le plat méditerranéen, on était déjà des mauvais et des affreux exploiteurs, tous les Méditerranéens, en allant pêcher ça sur Terre-Neuve. Alors peut-être qu'on a, non pas une, mais 2 ou peut-être 3 étapes à se regarder nous-mêmes pour reconstituer cette Méditerranée. Il faut peut-être remonter un peu dans les livres de monsieur Géraud Hérault pour aller voir les bonnes solutions. Il y avait encore quelques questions. Allez-y, monsieur. Curie pense que ce que la France fait autour des Kerguelen, c'est exactement ce que fait l'Australie autour de... Hein, c'est-à-dire de contrôler un petit peu ce qui se pêche, en particulier je sais pas, un gros poisson qui s'appelle les gélines ou tailines ou je ne sais pas quoi, que la France peut faire autour des Kerguelen parce qu'il n'y a personne ailleurs. Il n'y a personne dans la... Coupable ou pas coupable, la France au Kerguelen? Non, au contraire, ils font du bon travail. Ils font du bon travail. Oui, oui. Non, alors, l'autre chose que je voulais demander, c'est comment est-ce que vous voulez qu'on légifère avec des choses aussi vagues et que la notion de produit bon, de produit sain, de produit... C'est impossible, parce que c'est fortement subjectif. Donc vous ne pouvez pas... On peut avoir des études épidémiologiques pour voir si les gens ne sont pas trop malades après avoir mangé. Le mot bon et sain qu'employait notre collègue là tout à l'heure, c'est fortement subjectif et c'est lié à des habitudes. Par exemple, la carpe, qui est un poisson qui était fortement utilisé en Pologne et en Europe centrale pour des plats comme le gefilte fish ou des choses comme ça, est considéré en France comme un poisson pas très bon, gras, alors qu'il plaît beaucoup aux Polonais. On le mange en Pologne, alors. Voilà. Non, mais déjà, des choses de saison et des choses qui ont du goût, c'est déjà un petit peu... Il y avait d'autres questions? Allez. Ce serait mieux qu'un micro, mais on va vous écouter très fort. Est-ce qu'on a fait des analyses entre la spiruline d'élevage, de culture et la sauvage? Oui, bien sûr. Bien sûr, les souches qui ont été prélevées dans le milieu naturel, je parle de l'Afrique, de l'Inde, de Madagascar, où je travaille plus particulièrement, et sachez qu'il existe une souche en Camargue, bien, elles ont été analysées. Elles ont été analysées, et bon, il n'y a pas d'impureté, parce que la spiruline pousse dans des milieux très particuliers, où pas mal de parasites sont éliminés, des protozoaires par exemple, grâce à cette alcalinité. Et si je vous montre la composition de la spiruline, il y a tout pour avoir un équilibre alimentaire. Je dirais, il est évident que la spiruline, ça n'a pas de goût, évidemment, mon cher collègue, c'est pas agréable à manger, c'est un ingrédient que l'on rajoute à d'autres aliments. C'est ce que font les pays défavorisés, comme je vous l'ai dit, dans le lait, dans des bouillies de mil, dans les yaourts, et dans le riz même. Bon, mais l'analyse est faite par des laboratoires de phytosanitaires, par exemple, et c'est vraiment... Et je réponds plus précisément à votre question.
c'est la souche qui a été prélevée dans le milieu naturel, qui a été isolée, qui ensuite est cultivée dans une eau de qualité avec des intrants, des sels nutritifs, qui permettront d'avoir un produit de qualité. Voilà. Allez, encore vous, madame, et après on va passer au prochain débat. Je voudrais ne plus parler, enfin je pourrais parler encore du poisson bien entendu parce que mon ami Nardo Vicente est sur la scène. Entre parenthèses, je signale qu'il existe un excellent poisson sauvage à Marseille qu'on appelle le capellan. Et peut-être peu de gens le connaissent, on connaît bien le saumon, etc. etc. Acheter du capellan, c'est sain, c'est beau et c'est beau. Alors pour revenir sur le capellan. Le capellan. Pour revenir à la nourriture, disons saine et ne disons pas seulement la nourriture bio, mais une nourriture saine, je dirais que dans les grandes villes et notamment dans les grandes villes comme Marseille, il est toujours difficile de se pencher, d'aller chercher une nourriture qui soit qui sorte de l'ordinaire ou qui soit un peu mieux qu'ailleurs. Mais je veux revenir aussi sur le principe de la paysannerie qui a disparu autour de Marseille, parce qu'on ne parle pas assez des paysans. Et nous avons fait, avec notre association, l'année dernière, un programme pédagogique toute une année avec des enfants des quartiers nord de Marseille, justement, pour les amener à être éduqués sur ce qu'est la nourriture et surtout comment les produits de la terre ne sont pas ceux qu'ils croient. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, les paysans et autour de Marseille n'existent pratiquement plus. Les cultures maraîchères n'y sont plus. Donc les denrées, qu'elles soient légumes, fruits ou autres, viennent d'où on ne sait pas, mais certainement pas des environs de notre ville. Tout ça, il faut le faire prendre en compte par une éducation que nous poursuivons avec nos enfants. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tout à l'heure, on a évoqué les AMAP. Les AMAP, c'est-à-dire c'est ce réseau d'agriculteurs qui s'engagent à fournir des légumes frais et des légumes de saison. Et c'est une association finalement, c'est l'association Alliance d'ailleurs qui s'occupe de cela. Mais moi j'ai demandé à m'inscrire dans ce réseau et je suis sur une liste d'attente parce qu'il n'y a pas assez d'agriculteurs qui puissent se prêter, disons, à, je dirais pas ce jeu, mais disons à cette inventivité de trouver des produits bio, des légumes bio. Donc les AMAP, bravo, mais quand on veut entrer dans le réseau, c'est pas facile. Moi, je le dis, il faudrait que ce soit beaucoup plus répandu, que les gens le sachent, qu'on peut avoir un panier de légumes extraordinaire, mais encore faut-il pouvoir y accéder. Voilà. On devrait demander à la SNCF de rouvrir les petites lignes de chemin de fer et faire des marchés de légumes dans les gares, parce que les gens y passent 2 fois par jour. Je pense, les petits marchés, exactement. Voilà. Bon, on va... Ah, les messieurs, je peux vraiment pas vous faire ça, mais ça sera vraiment la dernière. Excusez-moi. Je voudrais dire un mot et faire part de mon étonnement quant aux critiques que certains d'entre vous ont formulées à propos de l'agriculture bio. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'autres alternatives que le bio ou l'agriculture productiviste. Je ne crois pas à une agriculture qui ne soit pas bio et qui puisse favoriser des intrants qui ne soient pas nocifs pour notre santé. Et je crois que le plus bel exemple que vous ayez sous la main, c'est le bouquin du professeur Bellepomme qui intervient demain ou après-demain. Oui, qui sera là demain. Oui. Je ne pense pas qu'il faille être timide quand on parle de la bio. La France est malheureusement le dernier de la classe en Europe sur ce plan-là. Et je trouve qu'il faudra en parler dans des réunions comme celle-ci, avec beaucoup de dynamisme et de force, car nous devrions développer l'agriculture bio au profit de nous tous pour qu'elle devienne moins chère et qu'elle soit enfin à la portée de tous. Et augmenter la distribution. Tout à fait, monsieur. Voilà, sur cet avis fondateur et fondamental, nous allons demander aux gens du prochain débat de venir me rejoindre sur scène. Remercier nos intervenants, Bruno Girohéro, Nardo Vicente et Philippe Curie. Et puis, n'hésitez pas à tordre le nez si vous voyez des poissons trop petits chez le poissonnier. Peut-être qu'à force de tordre le nez, ça remontera. Voilà.